Je vais préparer un texte, mais je pense que je vais m'inspirer de la sagesse, monsieur le ministre Bantou, qui dit que quand il fait un discours, il y a pitié pour ceux qui écoutent. Et donc, je vais essayer de contribuer à ma manière, je l'ai dit au ministre tout à l'heure, en tant qu'intellectuel. Moi, j'ai travaillé à l'UNESCO 30 ans. J'ai dirigé le dialogue interculturel, interreligieux, c'est la route de la soie, en Chine, Mongolie, ailleurs, et le dialogue interreligieux. Et donc, mon travail a toujours été à la fois un travail d'approfondissement des concepts, mais également de revisitation critique des concepts. Donc, c'est ça que je voudrais, monsieur le ministre, vous apporter. Donc, quelques réflexions critiques. Parce que nous sommes dans une longue route. Et vous avez bien fait, et Claudie, de montrer les figures tutélaires du panafricanisme. En oubliant les millions de victimes anonymes, silencieuses, torturées, massacrées, et auxquelles il faut penser. Et donc, je pense que notre devoir pour que cette initiative historique du Togo puisse contribuer à cette longue marche, quelques réflexions critiques. Il y a un proverbe africain qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches des arbres, c'est la diversité humaine, culturelle, religieuse. Elles se querellent à cause de l'histoire, l'idéologie, tout ce qu'on veut. Et ce que cette sagesse africaine dit, c'est que la solution n'est pas de couper les branches, mais d'aller aux racines qui s'embrassent. Et les racines, c'est les valeurs universelles d'amour, de compassion, de solidarité, etc. Et qu'il faut faire en sorte que ces racines qui s'embrassent remontent aux branches pour que les branches restent branches dans leur diversité, ethnique, religieuse ou culturelle. Et donc tout le défi, c'est le tronc. Le tronc, c'est la société dans laquelle nous vivons tous. C'est là qu'il faut travailler. Et c'est les changements dans le tronc qui vont faire en sorte que les branches, la merveilleuse diversité du monde puisse se maintenir. Donc, quelques réflexions critiques. Le premier point, c'est le concept même de panafricain. Il va falloir que nous revisitions ce concept. Il va falloir éviter que ce concept ne devienne un mantra, quelque chose qu'on répète comme ça, et qui est, nous le savons, instrumentalisé par le néolibéralisme. C'est-à-dire la force du néolibéralisme, c'est de vider les concepts de leur contenu et de laisser la forme. Et de faire de nous des zombies qui répétons des concepts. Donc, la première démarche, monsieur le ministre, qu'il va falloir d'ici 2024 faire, c'est d'éviter le piège de la racialisation du concept de panafricain. Le panafricain parle d'Africain. Et l'Afrique est plurielle dans sa culture, sa diversité, ses races, ses couleurs. Et donc, il est absolument important que dans le processus, nous redonnions au concept d'Africain ce sens profond que ce proverbe de tout à l'heure africain voulait dire. C'est-à-dire l'immense richesse de la diversité de l'Afrique. L'Afrique est le continent dont la diversité est absolument inouïe sur tous les plans. Donc, première démarche critique, monsieur le ministre, d'ici 2024. Pourquoi je le dis? Parce qu'un événement récent nous interpelle. Il n'a pas été mentionné dans beaucoup de discours pour des raisons diverses. C'est le discours du président tunisien qui n'a pas fait l'objet de réflexion ou de réaction des politiques. Mais nous savons qu'il a touché en profondeur les sociétés.
Et nous savons que c'est une sorte de mouvement tellurique qui secoue les sociétés africaines, silencieusement mais profondément. Et cette phrase du président tunisien révèle un des deuxièmes problèmes critiques du panafricanisme, l'identité. Parce que le président tunisien a parlé d'identité arabe et musulmane, pour dire que la Tunisie était en dehors. Et le concept d'identité, il va falloir le revisiter aussi. Parce que ce que l'Afrique nous a appris dans toute son histoire très profonde, c'est que l'identité, elle est une construction, elle est plurielle. Et l'Afrique a toujours réussi à éviter les pièges de la clôture identitaire, raciale, ethnique ou religieuse. Claudie, c'est ça le génie de Aimé Césaire, de Fanon, de Senghor. L'idéologie racialiste du XIXe siècle, qui a été construite pour légitimer l'esclavage. Cette idéologie, son fondement est littéralement d'enfermer, d'inventer plutôt, la racialisation, l'essentialisation de l'homme noir qu'on était en train de déporter pour légitimer la vente d'êtres humains comme esclaves. Il fallait intellectuellement, scientifiquement, philosophiquement, le légitimer. Donc, l'essentialisation raciale. Et donc, il est absolument capital que nous revisitions de manière critique cette essentialisation et que nous n'essentialisons pas la notion de panafricanisme. Et c'est en cela que la troisième réaction critique que je vous propose. Beaucoup d'entre vous ont parlé de diaspora. Moi, je travaille sur l'histoire de l'Afrique, du monde, depuis 30 ans à l'UNESCO, et maintenant aux droits de l'homme. La notion de diaspora, Claudie, vous n'entendrez pas dans les terres des Amériques du Sud et des Caraïbes où on a déporté les Africains. Et on les a confinés pendant longtemps dans leur couleur de peau. Et dans ces zones où littéralement on a implanté le paradigme racial, on l'a mis en œuvre. On a structuré les sociétés en fonction des couleurs. Et où des pays comme l'Argentine et d'autres, l'Argentine, on vient de le voir dans de différentes circonstances, ont décidé de blanchir leur société. Où on a massacré physiquement. Comme en Argentine, on mettait les descendants d'Africains dans les guerres avec le Paraguay en tête, et ils étaient massacrés, littéralement. Et ensuite, on les a massacrés socialement, culturellement, et on les a évacués. Et donc, Monsieur le ministre, par exemple, ce que les Argentins ne savaient pas, et que nous allons réintroduire dans le débat, c'est que leur fierté culturelle fondamentale, le tango, il est d'origine africaine. Tango est un mot bantou. Et donc, ce que je voulais dire par là, Claudie, c'est que il est capital, comme quatrième réflexion critique, de rentrer dans la réflexion de cette construction. Et cette construction-là, elle n'est pas abstraite. Parce que le racisme ne vient pas du cosmos. Le racisme est une construction de légitimation. Il faut la déconstruire, intellectuellement, éthiquement, philosophiquement, et même scientifiquement. On vient de découvrir, je vous donne l'information, en Angleterre, l'homme de Cheddar, The Cheddar Man, allez à Google tout à l'heure. Les savants anglais et américains, multidisciplinaires, ont réussi à déchiffrer les restes humains qui se trouvaient en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, dans la ville de Cheddar, connue comme ville de fromage. Et ils ont découvert que l'ancêtre des Anglais était un homme noir aux yeux bleus. Et ils l'ont reconstitué.
Donc ce que je veux dire, c'est que dans l'exercice que nous allons faire, il va falloir utiliser toutes ces démarches et ces progrès scientifiques. Et enfin, quatrième point important, Monsieur le ministre, quand nous parlons de panafricanisme, beaucoup de discours que j'ai entendus, légitimes, parlent du panafricanisme par rapport à l'Europe, à l'Occident. L'esclavage, oui. La colonisation, oui. Mais l'Afrique est plus vieille que l'Europe. Les hommes sont sortis de l'Afrique bien avant la colonisation et l'esclavage. Donc, le renouveau d'un panafricanisme universel signifie qu'il faut introduire le temps long dans l'histoire du panafricanisme. L'Afrique est dans le Pacifique. Elle est en Inde. Moi, j'ai travaillé en Inde avec les routes de la soie. Le dieu indien le plus aimé est Krishna. Krishna veut dire noir en Telugu. Il est noir, il est peint tellement noir qu'il est bleu. Et donc, il est extrêmement important de donner à ce concept de panafricanisme, de le sortir du ghetto Afrique-Europe. L'époque de l'histoire historique entre l'Afrique et l'Europe, elle est courte dans l'histoire de l'humanité. Je vais terminer. L'histoire de l'Afrique est plus ancienne. Donc, le temps long, il faut l'introduire dans le débat. Et enfin, dernier point, il est absolument important d'échapper également au piège de la victimisation. Ne plus utiliser les concepts de descendants d'esclaves, mais descendants d'Africains. Parce qu'on a voulu les enfermer dans l'esclavitude. Ils sont descendants d'Africains. C'est pour ça, Claudie, qu'ils n'utilisent jamais les Brésiliens, Colombiens et autres où j'ai travaillé, où j'étais encore il y a un mois, ne parlent pas de diaspora. Ils parlent d'Afro-Colombiens, d'Afro-Brésiliens, d'Afro-Honduriens. Et maintenant, d'Afro-Béens, c'est-à-dire Européens d'Afrique. C'est important. La domination esclavagiste et raciste était d'abord intellectuelle. On a inventé des concepts. Et donc, il faut revisiter ces concepts et les remettre à leur juste notion et dire d'où elles viennent et à quoi elles servent. Et donc, il faut s'inspirer de ce que Bourdieu, un penseur français, a dit. Il a dit que le dominateur est toujours dominé par sa domination. C'est-à-dire le dominateur invente des concepts pour se légitimer. Il faut rentrer dans ces concepts pour pouvoir effectivement les remettre à jour. Et donc, travailler sur l'universel, le pluralisme et la diversité. Donc voilà quelques réflexions critiques que je voulais apporter à votre débat. Merci.